Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera beaucoup plus intéressante que celle que j'ai pu faire, enfin du moins intéressante pour vous, parce que bon voilà, à part me voir chialer et, enfin me chialer, c'était une expression, mais voilà, et me plaindre, j'ai jamais fait vraiment de vidéo sur lesquelles je voulais vraiment traiter. Mais bon voilà, il fallait que j'en parle, il fallait que je me vide la tête. Mais bon, cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo où je suis beaucoup plus content, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus heureux de tourner parce que tout simplement déjà on va parler d'un sujet qui me plaît. Et j'avais constaté déjà sur mes anciennes vidéos, enfin sur les deux dernières que j'ai faites, que je parlais comme ça, j'étais là, elle m'a quitté, elle m'a remplacé, je suis dégoûté. Non voilà, là on va essayer d'être heureux, je vais pas trop pousser non plus, mais voilà, je vais parler normalement de comment je vois la chose et surtout de quoi on va parler. Donc déjà, si tu as lu le titre, tu dois déjà te dire euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il nous parle d'astéroïdes, enfin voilà, tout ça, de machin. Je vais en parler aujourd'hui et en fait j'avais envie de faire cette vidéo parce que déjà ça va être la vidéo d'une série on va dire de plusieurs vidéos dans laquelle je vais venir parler sur plusieurs sujets de l'espace, que ça soit donc là cette vidéo là sera dédiée aux astéroïdes et aux dangers qu'elles représentent. Voilà, hein, un astéroïde, c'est beau, c'est mignon, ça fait des étoiles filantes, c'est magnifique, mais parfois, si ça devient trop gros, ça peut clairement nous tuer. Donc voilà. Non mais je pose les bases parce qu'après, voilà, cette vidéo, elle est un peu dédiée aussi pour vous faire peur. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire peur en mode ah oui, non mais imagine, il va se passer ça, ne regarde pas cette vidéo parce que tu vas te faire trop peur, hein. Après, tu auras peur de sortir ou même tu auras peur n'importe où tu es. Donc voilà, dans cet épisode, je vais revenir sur le sujet qu'est les astéroïdes, vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un astéroïde, comment on peut en arriver au fait que ça devient une menace pour nous ou l'humanité, hein, clairement, et quelle possibilité on aurait de contrer son arrivée ou de la ralentir ou d'éliminer cette menace, etc., etc. Donc on va revenir sur ce sujet, mais avant ça, non ce n'est pas sponsorisé, mais avant ça du coup je voulais vous dire que voilà, il y aura plein de sujets différents euh, sur le thème de l'espace, et du coup j'espère que cette vidéo vous plaira pour les futurs, parce qu'on va parler de la vie extraterrestre. Alors, je ne parle pas des aliens, des bonhommes verts là qui bougent dans tous les sens, pas du tout. Je parle simplement. Alors, je pense faire une vidéo dédiée à ce qui sera euh, la recherche même pas de petits bonhommes verts, juste de vie extraterrestre. Donc, ça peut être des microbes, hein, clairement, ou des petites bactéries dans d'autres planètes que la nôtre. Je parlerai aussi de potentiellement une vie extraterrestre, mais je parle pas du tout des bonhommes verts. Et on verra ensemble s'il y a vraiment une chance ou une probabilité que un jour, pourquoi pas, des extraterrestres rentrent en contact avec nous, ou que nous on rentre en contact avec eux. Enfin bref. Spoiler alerte, il y a très peu de chances. Mais vous verrez dans les futures vidéos, parce que là j'irai beaucoup plus dans les détails, etc. Je ferai vraiment une vidéo spécialisée dessus. Et donc voilà. Et ensuite aussi je ferai une autre vidéo, j'en ferai plein, parce que là je vous dis les idées que j'ai actuellement, mais j'en aurai des nouvelles dans le futur. Mais il y aura aussi une vidéo dédiée sur l'univers, et surtout se rendre compte à quel point on est petit, à quel point l'univers est grand, et à quel point du coup aussi on peut se rendre compte de les grandeurs de l'univers. Mais bon, pour l'instant, on va pas parler de tout ça, hein, donc voilà, c'est juste pour vous dire que, bon, il n'y aura pas que le sujet de l'espace aussi sur cette chaîne YouTube. Je verrai quel autre sujet il y aura. Pour l'instant, j'en ai d'autres aussi. Il y a toujours le projet sur Gran Turismo 7 qui est en train de s'affiner petit à petit. Il y a des choses qui ont changé depuis la dernière fois. Il y a des idées en plus qui sont arrivées. Je suis toujours en train de me remettre en question et de changer mes idées. Mais voilà, ça s'affine. Le projet n'est pas du tout à l'arrêt, hein, ça continue. J'espère pouvoir vous sortir quelque chose prochainement. Donc prochainement, c'est d'ici la fin d'année. Sur ce sujet, et vous verrez bien, hein. Mais du coup voilà,
Et il y aura aussi d'autres sujets hein, que pour l'instant je n'ai pas vraiment réfléchi encore. Mais voilà, ce sera la première vidéo d'un thème qu'est l'espace. Et j'espère que cela vous plaira. Alors déjà pour commencer, ce qui est différent de de mes 2 dernières vidéos, il fait soleil. Bon, il y a un avion qui passe mais on s'en fout. Il fait soleil, il fait beau, j'ai de la vraie luminosité. Bon aussi je tourne plus tôt, hein. Là généralement je tournais vers 3-4 heures, là je tourne vraiment, il est 2 heures. Bon, il y a quelques nuages qui pourraient nous embêter, hein. C'est pour ça peut-être que par moment, par des cuts, bah, il fera plus soleil. Mais bon là, ça c'est... Ça, vous dites aux nuages qu'ils arrêtent de bouger, et comme ça, moi je tourne ma vidéo tranquille. Donc voilà, tout simplement, voilà, aujourd'hui on a une bonne luminosité, j'ai pas besoin de prendre une lampe, etc. Ça change beaucoup de la dernière vidéo, mais en même temps je me dis... Il faisait pas beau, et c'était dans le thème. Voilà. S'il avait fait un grand soleil magnifique et que je parlais de comment je m'étais fait quitter, voilà, là il pleuvait le jour où j'ai tourné cette vidéo, il pleuvait, il faisait pas beau, il a fait nuit à 4h30, il faisait déjà nuit noire. Donc voilà, bon écoutez, hein, j'ai parlé déjà de ce sujet, on va pas revenir dessus, hein, voilà, c'est parti pour les astéroïdes. Alors déjà, qu'est-ce qu'un astéroïde et comment se forme et se crée un astéroïde? Donc déjà un astéroïde, ça se forme et ça se crée, ça s'est créé plutôt il y a déjà des millions d'années, quand il y a eu le Big Bang et que notre système solaire et surtout notre soleil s'est créé. Au début il n'y avait que le soleil et beaucoup de tas de pierres qui tournaient en orbite autour du soleil. Au fur et à mesure, les plus grosses masses ont englouti les plus petites, ce qui a formé les planètes telluriques, mais avec toutes ces différentes pierres et ces roches, ça n'a pas pu tout engloutir. Du coup, il s'est créé entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter, qui sont toutes les deux des planètes différentes déjà par leur taille et par leur composition, hein, je rappelle, Mars est une planète tellurique, alors que Jupiter est une planète gazeuse. La plus grande d'ailleurs, la plus grande planète de notre système solaire. Et du coup, entre ces deux planètes, s'est formée la ceinture d'astéroïdes, la première ceinture d'astéroïdes, la plus proche du Soleil. Dans cette ceinture-là, on retrouve beaucoup d'astéroïdes qui sont en orbite autour du Soleil. Et déjà, il faut savoir que les astéroïdes, c'est pas comme dans Star Wars ou autre, dans des films où on voit plein de cailloux rapprochés, ils sont collés presque, ils se touchent, ils se percutent, etc. Pas du tout, la ceinture d'astéroïdes, ils sont espacés par des kilomètres et des kilomètres, et c'est vraiment des milliers de kilomètres entre chaque. Bien sûr, il y en a qui sont tout proches, hein, mais c'est une exception. Ils sont pas tous entassés, ils sont très espacés. Donc il faut savoir que dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a des millions d'astéroïdes, hein. Il y en a qui font que quelques mètres, hein, la plupart, mais il y en a aussi des très gros qu'on a pu déjà détecter. Et les plus gros, à peu près, pour vous situer, ils font environ 1000 km de diamètre. Pour vous donner une comparaison, comme vous le savez, les dinosaures sont morts à cause d'une percussion entre un astéroïde et la Terre. Et cet astéroïde faisait à peine 50 km de diamètre, ce qui est pas beaucoup, et pourtant ça a mis fin à l'ère des dinosaures. Il y a plus de 80% des espèces animales qui sont mortes à cause de faim ou de froid. Du coup vous allez me dire, oui tout ça c'est bien beau, mais sur notre Terre, comment on peut éviter ça? Comment on peut éviter que ça se reproduise? Alors déjà il faut savoir que d'après les scientifiques, ils ont calculé que ça arrivait à peu près tous les millions d'années, il me semble. Ça arrive que très rarement ce type d'impact là, mais il y a des plus petits impacts qui eux sont beaucoup plus probables et qu'il faut bien surveiller et bien analyser pour se préparer à un possible impact. Alors il faut déjà savoir que la plupart des astéroïdes qui rentrent qui nous percutent, c'est même pas qui nous percutent parce qu'elles se désintègrent grâce à l'atmosphère terrestre, qui est un bouclier contre toutes ces attaques qui viennent hors de la Terre et qui rentrent par la gravité de la Terre et qui rentrent dans cette atmosphère-là. Donc il faut savoir que la plupart des astéroïdes qui rentrent dans notre atmosphère terrestre, elles font que quelques centimètres et c'est ce qui donne les fameuses étoiles filantes qu'on voit et on se dit ah c'est beau machin etc. Et les plus grosses étoiles filantes on appelle ça un bolide où là vraiment on voit la traînée
de l'astéroïde qui dure quelques secondes, de petite taille mais de quelques secondes, et c'est beau à voir. Généralement, étoile filante, juste ça fait tac, et voilà, ça c'est que ceux qui font quelques centimètres, et pour les plus gros bolides, ça fait je sais pas, presque 1 ou 2 mètres de diamètre, pas plus. Donc il faut savoir que plus de 40 000 tonnes d'astéroïdes, et donc de pierres, tombent chaque année sur nous, sur la Terre. Ce qui fait environ 100 tonnes par jour, à peu près. Et il faut savoir que à environ à peu près un astéroïde qui fait plus de 10 mètres de diamètre, là ça commence à vraiment sentir mauvais. Il peut y avoir des répercussions. 10 mètres, c'est le début où vraiment il peut commencer à y avoir des dégâts. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gros débris qui peuvent tomber sur la Terre, parce que la plupart de ces astéroïdes qui font que quelques mètres ou quelques centimètres se désintègrent totalement dans l'atmosphère, ou il ne reste juste que quelques petites pierres. Et ça ne fait généralement aucun dégât. Donc il faut savoir quand même qu'on a recensé une grosse tombée d'astéroïdes, enfin un astéroïde qui est tombé d'assez gros. C'était le 30 juin 1908. Cet astéroïde faisait environ 50 mètres de diamètre, à peu près. Et il a explosé, enfin il a vraiment totalement désintégré à seulement 9 km d'altitude avant de toucher le sol. Du coup ça fait que sa vitesse de chute et sa masse s'est désintégrée, mais quand même bon, il est resté de gros débris, hein. Mais du coup par contre cette explosion a fait que ça a créé une forte onde de choc qui a été calculée à plus de 1000 fois l'onde de choc d'Hiroshima. C'est à dire que vous prenez l'onde de choc d'Hiroshima, l'explosion, et vous la multipliez fois 1000, et vous le remettez et vous le laissez péter. Donc c'était très 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 violent. Heureusement, c'est arrivé dans une zone qui était faiblement peuplée, mais par contre ça a eu des répercussions sur 20 000 hectares à la ronde, et il y a eu plus de 60 millions d'arbres couchés ou calcinés sur pied. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, la nature a repris ses droits à cet endroit-là, et il ne reste plus qu'un lac, l'endroit où il y a eu le cratère de la plus grosse pierre qui est tombée. Maintenant, je vais vous parler d'une autre pierre. Voilà, hein, je mets deux sujets en un, mais ça va être un sujet assez court. C'est une petite aparté, mais il existe les comètes. Et oui, les comètes. Et en fait, les comètes, c'est comme les astéroïdes, sauf que eux, c'est pas pareil, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une comète? Parce que vous avez des images, vous voyez un peu ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est réellement? Scientifiquement, c'est quoi une comète? Donc pour faire simple, une comète, c'est un petit objet céleste qui renferme en lui beaucoup de matière volatile ou de glace, et ce qui fait que quand une comète se rapproche du Soleil, sa carcasse, sa surface chauffe, ce qui fait que la glace se transforme en gaz, et ce qui crée cette fameuse chevelure caractéristique d'une comète, et ce qui fait aussi de magnifiques paysages, on va dire, dans notre ciel nocturne. Et c'est principalement ça qui caractérise un astéroïde, une comète, c'est ce qu'elle renferme à l'intérieur d'elle, et de potentiellement, est-ce qu'elle peut rejeter ces glaces qui se transforment en gaz, et qui créent donc cette chevelure. Parce qu'un astéroïde, lui, ne recrachera pas de la glace, et donc ce gaz qui crée cette chevelure. L'astéroïde restera malheureusement invisible. Mais les comètes et les astéroïdes ont quand même beaucoup de points communs, et le plus gros point commun est que l'un et l'autre peuvent croiser l'orbite de la Terre, et donc potentiellement tomber sur nous. Mais du coup, vous allez me poser la question de comment faire pour éviter qu'elles nous tombent dessus, et comment faire pour les repérer à temps, pour soit pouvoir les éliminer, mais ça j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, soit pour évacuer l'endroit où elle va tomber pour éviter les dégâts humains. Du coup, les astéroïdes peuvent changer leur orbite et croiser celle de la Terre à cause soit du Soleil, soit de la puissance gravitationnelle de plusieurs planètes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la collision entre deux astéroïdes massifs. Cette collision de deux astéroïdes massifs peut créer beaucoup de débris qui font la taille. Par exemple, si deux astéroïdes massifs de, je ne sais pas, 100 km de diamètre se percutent, peut créer des débris de 10, 20, 30 km de diamètre, et qui, eux,
peuvent soit aller tout droit sur la Terre, ou soit partir à l'opposé. Voilà. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup de dangers, et c'est ça aussi qui fait que c'est très compliqué de savoir si un astéroïde va nous tomber dessus, parce qu'on ne peut pas garder à l'œil tous les astéroïdes, parce qu'il y en a des millions. Ou alors encore, on pourrait encore avoir moins de chance, c'est-à-dire que un de ces fragments pourrait partir vers une autre planète, et c'est pas grâce, mais à cause de cette planète et sa force gravitationnelle, va déplacer l'orbite de ce fragment et croiser celle de la Terre. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est tiré par les cheveux, ça pourra jamais arriver, parce que c'est impossible. Bah, pas vraiment, parce que si on regarde quand même, il y a des millions d'astéroïdes, et il n'en suffit que d'un sur 1 million, et c'est fini. Et si ce fragment-là, potentiellement, fait des dizaines de kilomètres, bah si on s'en aperçoit pas à temps, c'est terminé. Après oui, c'est vrai que pour la plupart de ces fragments, ils ne font que quelques mètres, donc ça ne représente pas vraiment un danger pour nous grâce à l'atmosphère terrestre. Mais quand même, on ne peut jamais savoir parce que sur 1 million d'astéroïdes, c'est très compliqué, enfin des millions, pas un, des millions, c'est très compliqué de se dire non mais ça n'arrivera pas. Il faut toujours prendre des pincettes parce que ça peut très bien arriver comme ça peut ne jamais arriver. Si on prend par exemple un astéroïde qui fait à l'entrée de l'atmosphère, allez, 10 km de diamètre grâce à l'atmosphère terrestre, il se désintègre en plusieurs fragments de 2 km de diamètre. Si c'est plusieurs fragments, je ne sais pas, 3, 4, 5 à peu près, voire plus, parce qu'après il peut y avoir ce 2 km, il peut y avoir un petit fragment de quelques mètres, bon, bref, etc. Ben, ça peut quand même faire très très mal si ça tombe en plein milieu de Paris, de Londres, n'importe lequel, ça peut faire très très mal. Mais tu peux me dire par exemple, oui certes, mais on a créé beaucoup d'infrastructures, mais à l'échelle mondiale, il y a beaucoup plus de champs et d'eau que vraiment de villes, de maisons et d'infrastructures. Alors là, je te dirais oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir que depuis l'Antiquité, notre population, elle a augmenté de fois 50. Et on a construit énormément d'infrastructures différentes. Ce qui fait que, vu que notre population a augmenté de 50 fois, ben on a 50 fois plus de chances de se prendre un astéroïde. Et si par exemple on double la taille d'un champ ou d'une ville, ben on double aussi la chance qu'un astéroïde nous percute. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire que moins on va construire, moins il y aura de chances que ça nous tombe dessus. Plus on va construire et plus on va prendre de la place sur la Terre, plus on aura de chances qu'un astéroïde nous tombe dessus. Alors tu vas peut-être me dire, oui, depuis tout à l'heure tu parles d'astéroïdes, mais qu'est-ce que c'est une météorite alors ? C'est vrai, qu'est-ce que c'est une météorite ? Qu'est-ce qui différencie un astéroïde d'une météorite ? Tout simplement, une météorite, c'est une pierre qui vient de l'espace, donc un astéroïde, mais que contrairement à un astéroïde basique, lui tombe sur Terre et on peut retrouver des débris ou de la roche qui vient de la Terre, et à partir du moment où ça touche la Terre, ça devient une météorite. Donc comme vous le savez, c'est peut-être le livreur ça. Timing parfait. Ah timing, je peux pas faire plus timé comme timing là honnêtement. Oh, vous ne savez pas ce que je viens de recevoir. Mais je suis comme un gosse. Je passe ça là. Qu'est-ce que je viens de recevoir là? C'est énorme, regardez la taille. Non, c'est pas du tout énorme. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, oula, il y a des petites poussières. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, je ne pense pas. Vous êtes désormais le gardien d'un précieux fragment d'infini. L'espace n'a jamais été aussi proche de vous. Je suis trop content, honnêtement. Ça fait très longtemps que je le voulais, cet objet. Mais j'ai jamais vraiment fait le pas. Et je
Je suis extrêmement content que cet objet arrive au moment où je tourne la vidéo. Parce que on est dans le thème. Oh, je suis désolé, c'est fou! Oh la vache, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Ouais, j'ai un petit poignet. Je suis refait. Oh, je suis refait. Oh, c'est incroyable. Oh, je kiffe. Regardez-moi ça. Vous ne le voyez pas, c'est normal. Il me faut un flash. Je vous le montre. Il est là. Oui, alors je suis un peu poilu, hein, excusez-moi. C'est le bracelet Space Fox. Incroyable. Oh, ça pouvait pas mieux tomber, je vous jure. Je devais pas le recevoir aujourd'hui en plus. J'entends un livreur qui sonne, je suis là en mode. Mais qui est-ce? Oh, c'est incroyable. La pierre est folle. Ah ouais. Space Fox. Je suis trop content. Puis la boîte, elle est belle et tout. Ah ouais. J'ai même pas lu ça. Donc clairement, ce que j'ai autour du poignet, c'est ni plus ni moins qu'une météorite. Enfin, oui, une météorite du coup, c'est une météorite. C'est une météorite qui, à la base donc, en plus j'étais en train d'expliquer ça, qui à la base donc était un astéroïde. Et en plus, il a une particularité, cette météorite a une particularité, c'est-à-dire que c'est la collision entre... Putain, mais c'est fou, mais le timing est incroyable. C'est en gros, celle-ci, c'est la collection Atlas de chez SpaceFox. Et la collection Atlas, c'est en fait deux astéroïdes qui se sont percutés entre eux, ce qui a donné un fragment des deux roches combinées qui a fini sur Terre, qui a été retrouvé par des chercheurs et qui du coup après a été mis en vente par SpaceFox. Et vraiment, je l'adore parce que il est simple, il est c'est pas un gros truc en fait. C'est pas un énorme objet, c'est un truc quali en vrai. Je kiffe de fou. Je vous ferai des plans de coupe dessus, hein, donc je vais vous les mettre pendant que je lis ceci. Alors c'est pas un placement de produit, mais je suis trop heureux, donc voilà. Donc je vais vous le dire. La pierre qui se trouve devant vous est un véritable instantané d'un événement cataclysmique s'étant produit il y a plus de 4,5 milliards d'années à la jonction de Mars et Jupiter. Cette météorite vous invite à rentrer au cœur d'une rencontre entre un noyau métallique et un astéroïde massif s'étant percuté à une vitesse colossale. Une puissance telle que minéraux et métaux fondirent, se mélangeant intimement dans une danse de matière cosmique, pour enfin se figer éternellement dans le froid du vide spatial, attendant patiemment de croiser l'orbite de notre Terre. Le fragment que SpaceFox propose aujourd'hui est une mésosidérite découverte au nord-ouest de l'Afrique, au pied du massif montagneux Atlas en 2020. Ces météorites sont d'une telle rareté qu'elles ne représentent pas plus d'1% au total répertorié sur la Terre. C'est-à-dire que ce que j'ai autour du poignet là, c'est une météorite, on n'en trouve que 1% sur la Terre. Collision. Et là, on a une belle photo d'un astéroïde. Voilà, voilà, voilà. Je suis refait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les plans de coupe. Moi, je suis refait. Je suis vraiment très, très, très heureux. Je vais garder au poignet du coup pour la vidéo. Bon, vous le verrez peut-être pas beaucoup, je pense, mais je suis un gosse. Non, je suis content. Je suis très, très, très content. Je suis un gamin. J'ai envie de faire la vidéo comme ça, de continuer. Alors, oui, bonjour. Bon, c'est bien beau, mais bon, il va falloir reprendre la vidéo à un moment donné. Putain, il chauffe le soleil, là. Donc oui, je disais, une météorite peut tomber sur la Terre, mais c'est très probable qu'elle tombe dans l'eau, car, comme vous le savez, sur la surface de la Terre, elle est recouverte à 70% d'océan. Donc, très compliqué d'aller chercher des météorites dans les océans. Il y a toujours des risques que, au lieu qu'une météorite tombe en plein milieu de l'océan ou dans des champs, ça tombe sur des grandes villes, comme je l'ai déjà dit. Vraiment, la question à se poser, c'est pas de savoir
est-ce que un astéroïde va tomber sur la Terre, mais plutôt de se dire où est-ce qu'il va tomber et où est-ce qu'il va tomber. Aujourd'hui, pour trouver un astéroïde, il y a plusieurs choix et options. Avant, on n'en avait qu'une. Maintenant, à partir d'il y a quelques années, on en a deux. Donc la première option, c'est de les repérer grâce aux télescopes optiques terrestres qui sont sur la Terre. Et au bout de multiples observations d'un même point qui bouge, on en déduit déjà que c'est un astéroïde. Et après, on va commencer à essayer de déduire sa trajectoire et son diamètre. Et pour ça, un seul télescope peut le faire, mais c'est beaucoup mieux si plusieurs télescopes aux quatre coins du monde se mettent sur le même point, donc un astéroïde, pour en déduire plus rapidement sa trajectoire et sa masse. Mais il y a un problème, parce que même si on a beaucoup de ces informations-là, on ne peut pas déduire à 100% la trajectoire d'un astéroïde. Et ça, c'est à cause de l'effet Yarkovsky. Donc l'effet Yarkovsky, c'est tout simplement, et je vais vous expliquer avec une lune, enfin, c'est une lune, une lampe lune, et je vais vous expliquer cet effet. Tadam, voici la lune. Donc, si on la met dans le sens qu'on voit ici en France, parce que bien sûr personne ne voit la même chose, normalement vous la voyez comme ça à peu près la lune. Donc voilà, bon, petit aparté, donc voilà, donc maintenant je vais l'éteindre. Maintenant je vais vous expliquer tout ça grâce à ma lampe. Donc, regardez bien, quand je fais ça, on le voit. Alors là vous êtes, voilà, ça va être plus... Concentrez-vous pas sur le fait qu'elle soit jaune un peu à l'arrière, mais concentrez-vous vraiment sur le faisceau lumineux à l'avant. Donc je vais m'éloigner pour que vous compreniez bien. Donc voilà, bonjour. Donc vous voyez ici, il y a une face qui n'est pas du tout illuminée par le flash de mon téléphone, qui est le soleil. Donc ça c'est l'astéroïde, et ça c'est le soleil. Le soleil, je vais vous mettre des flèches. Le soleil va taper sur l'astéroïde qui est ici, et grâce et à cause de la chaleur que va créer le soleil sur la surface de l'astéroïde, va créer comme une sorte de micro-propulsion, ce qui va faire que, à cause de ça, à cause de cet effet-là, ça va faire comme un réacteur, ce qui va faire pousser l'astéroïde dans un endroit ou un autre. Ça va être soit par là, ça dépend. Et après, comme l'astéroïde tourne sur lui-même, à cause de la gravité, s'il y a une grosse partie qui reste à la surface et qui est en contact avec la lumière du soleil et la chaleur, et qu'ensuite elle tourne, et que du coup c'est une zone froide qui rencontre la chaleur du soleil, ça va faire comme un propulseur et comme un moteur d'avion, ce qui va faire que ça va recracher de la chaleur, ce qui va faire de la poussée, alors fine, c'est pas une grosse et forte poussée, mais ça suffit à décaler la trajectoire de l'astéroïde. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit schéma. Mais voilà, c'était pour vous expliquer cet effet-là. J'espère que j'ai été bon. Après, je veux pas devenir prof. Donc voilà, c'était l'effet Yarkovsky. Donc ce phénomène touche absolument tous les astéroïdes et donc rend une trajectoire à 100% sûre impossible, parce qu'on ne peut jamais savoir quelle surface l'astéroïde va plus chauffer qu'une autre, et du coup quelle poussée ça va avoir sur sa trajectoire. Mais quand même les chercheurs ont réussi à trouver, ils ont réussi à le trouver, un astéroïde qui se dirigeait droit sur nous, droit sur la Terre, en 2008 c'était. Donc il a été découvert par un premier télescope qui était situé en Arizona, qui a de suite donné l'alerte sur tous les autres télescopes mondiaux pour qu'ils regardent cet astéroïde-là, pour à quelle vitesse il arrivait, quel était son diamètre, et aussi où est-ce qu'il allait tomber. Donc ils ont déterminé que cet astéroïde allait tomber en Égypte, au sud de l'Égypte, et que ça ne représentait pas vraiment une grosse menace pour les populations. Et donc 19 heures plus tard, après l'avoir trouvé, il est effectivement tombé dans le sud de l'Égypte et il n'a fait aucune victime.
Mais c'est pas le seul astéroïde qui nous a rendu visite ces derniers temps, et le plus récent qu'on a pu filmer, c'est celui de Chelyabinsk. Chelyabinsk. En 2013 c'était, donc celui-là est très 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 connu, vous avez dû forcément, pas en entendre parler peut-être, mais avoir vu ces images, voilà. Et donc celui-ci par contre c'était différent parce qu'il n'avait pas été trouvé avant son entrée dans l'atmosphère terrestre. Il faut savoir que cette météorite du coup faisait 16 mètres de diamètre. Donc voilà, ça vous permet un peu de vous rendre compte de quand je parle de kilomètres et de mètres. Voilà, je vous ai mis des images, je vous en remets encore. Un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère qui fait 16 mètres de diamètre, ça fait ça. Voilà. Donc quand je vous parle de 1 ou 2 km, c'est voilà, c'est beaucoup plus gros. Donc cette météorite s'est désintégrée à 30 km d'altitude et son onde de choc a été calculée à 30 fois l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Donc voilà, comme tout à l'heure, vous prenez l'explosion de la bombe d'Hiroshima, vous faites x30, voilà, et vous avez résultat. La chaleur de l'explosion a été ressentie à 60 km à la ronde, donc c'est-à-dire que si vous étiez, je ne sais pas, à 50 km de son entrée en atmosphère, comme pour le soleil, vous aurez pu sentir sa chaleur. Comme si vous êtes un peu intéressé au sujet, vous avez pu le savoir, cette onde de choc, cette explosion a brisé des milliers de vitres et de fenêtres. Heureusement, il n'y a eu aucun mort, mais par contre, il y a eu des milliers de blessés par les éclats de vitres qui leur sont arrivés dessus. Depuis cet épisode, cela a beaucoup renforcé plusieurs nations à vraiment développer la recherche sur les astéroïdes, et ils en ont déduit que oui, ils recherchaient que des astéroïdes de plusieurs kilomètres de diamètre qui se concentraient là-dessus. Ils se sont aussi rendus compte et aperçus qu'il ne fallait pas qu'ils dépensent tout leur effort sur les gros astéroïdes, mais aussi qu'ils se concentrent à la recherche des plus petits astéroïdes, car comme on l'a vu, si cet astéroïde-là de Chelyabinsk était tombé pas du tout dans une zone dans l'Oural, mais en plein cœur de Paris ou pas très loin d'une grande ville, ça aurait fait des dégâts beaucoup plus importants. Même pas qu'il y ait la météorite qui tombe sur des habitations, mais l'onde de choc, imaginez, déjà si vous pouvez ressentir la chaleur de l'explosion, donc du coup quand l'astéroïde rentre dans l'atmosphère terrestre, à 60 km environ, vous pouvez sentir la chaleur. Donc déjà, imaginez-vous que si elle tombe à 10 km de Paris, ça nous fait des dégâts monstrueux, parce que déjà la chaleur, et tous ceux qui étaient à côté, et malheureusement ceux qui sont dessous, sont morts à cause de ça. Et après l'onde de choc, je sais pas, des vieux appartements avec l'onde de choc qui se brisent ou qui tombent, des milliers de victimes, des éclats de verre qui explosent. Donc voilà, ils se sont dit, plusieurs nations se sont dit que, bon, certes, les plus dangereux, c'est ceux qui font des kilomètres de diamètre, mais il ne faut pas sous-estimer la puissance de petits astéroïdes, parce que s'ils viennent au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut faire des dégâts monumentaux. Depuis cet événement-là, l'ESA a décidé de construire un télescope optique terrestre spécialement dédié à la recherche d'astéroïdes, car depuis qu'on a créé les télescopes, il n'y en a aucun qui avait vraiment la tâche à plein temps de rechercher des astéroïdes. Mais là encore, il y a un problème. Comme vous le savez, pour qu'un télescope fonctionne, il faut qu'il fasse nuit déjà, qu'il n'y ait pas le soleil, qui pourrait détériorer ses miroirs et la qualité de vision du ciel. Et il y a aussi les nuages. Les nuages aussi, ça fait un effet de couverture, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers les nuages. Donc voilà, c'est assez dommage. Et du coup, ils se sont dit, une équipe en Amérique s'est dit, il faudrait qu'on crée un télescope dédié à la recherche d'astéroïdes, mais qui lui soit en orbite autour de la Terre et qui n'ait pas la contrainte du Soleil et qui n'ait pas la contrainte des nuages. Par chance,
il y a déjà un satellite en orbite autour de la Terre qui pourrait s'en occuper, et il s'appelle WISE. WISE, c'est un satellite qui, à la base, était dédié à la recherche d'exoplanètes. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une exoplanète, c'est tout simplement une planète qui peut se situer à des millions de kilomètres, ou des milliards plutôt, des milliards de kilomètres, et qui pourrait potentiellement abriter la vie, que ça soit par des bactéries ou des microbes, hein, je ne parle pas d'êtres humains comme nous, et qui potentiellement, dans des milliers d'années, pourrait abriter la vie comme sur la Terre. Du coup, les opérateurs de WISE ont constaté qu'il pouvait encore marcher, il était encore en état de marche. Du coup, ils ont décidé de le consacrer à 100% à plein temps sur la recherche d'astéroïdes au lieu de rechercher des exoplanètes, qui quand même se rapproche pas, qui est quand même rapproché de sa mission de base, car à la base, il doit chercher des planètes, donc des gros objets, mais il peut aussi rechercher des plus petits objets comme des astéroïdes. C'est à peu près la même chose. Du coup, il a été renommé NEOWISE, et peut-être que ce nom NEOWISE vous dit quelque chose. Et alors, tout simplement, enfin surtout, ça doit parler aux astronomes amateurs comme je suis, qui du coup, en fait, NEOWISE, donc du coup, a donné son nom à une comète qu'il a lui-même découvert en 2020. Donc il me semble que c'est la dernière grosse comète à avoir été découverte et qui peut être visible avec une grosse chevelure depuis la France. Donc il faut savoir déjà qu'en 2021, NEOWISE a découvert plus de 40 000 nouveaux astéroïdes et donc a permis de caractériser et donner beaucoup plus de détails sur 200 000 d'entre eux. Mais la question que vous devez avoir depuis longtemps que vous regardez cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe si un astéroïde est découvert de 30 km de diamètre et qui se dirige droit sur nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'empêcher cet impact-là et de potentiellement mettre fin à la vie sur Terre? Et honnêtement, hein, et là c'est le moment qui fait un peu peur, c'est-à-dire que honnêtement, si aujourd'hui ou demain ou à la fin de l'année ou l'année prochaine, si on s'aperçoit qu'il y a un astéroïde qui se dirige droit sur nous, allez, je prends le scénario catastrophe, mais qui fait comme celui des dinosaures 50 km de diamètre, on pourra rien faire. La plupart des scientifiques se mettent d'accord pour se dire que à l'heure actuelle, en 2022, on pourra presque rien faire contre un astéroïde. Et on pourra vraiment être impuissant contre un astéroïde de cette taille-là s'il est découvert, enfin si on calcule, si par exemple on découvre aujourd'hui, on est le 29 novembre, et qu'on nous dit le 29 août, bah, il tombera sur Terre. Donc là, on ne pourra rien faire. Parce que le temps de construire une fusée et de mettre les possibles satellites kamikazes qui pourraient aller sur cet astéroïde, ça prendrait trop de temps, le temps de créer la fusée, de mettre le satellite sur la fusée, que la fusée parte, et que avant ça, tous les scientifiques calculent la trajectoire à prendre, etc., etc., ça prendrait trop de temps et ça servirait à rien en fait. Donc honnêtement, c'est vrai que ça, on n'entend pas beaucoup parler, voire jamais, mais sans langue de bois, hein, je vous le dis comme la situation est, si demain on nous apprend aux informations qu'un astéroïde de 50 km se dirige droit sur nous et que à peu près on pense que ça tombera, si ça tombe demain l'annonce, ça tombera fin août, bah d'ici fin août, on peut que constater notre mort en fait. Hein. Clairement, à part se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour profiter de mes derniers mois de vivre, bah, pas grand chose. Alors après, il y a aussi plusieurs choses. Si l'astéroïde fait 20 ou 30 km de diamètre, cela aura de grosses répercussions sur la Terre, mais on pourra quand même être sauvé. C'est-à-dire que
On pourra créer des abris pendant ces mois de préparation. On pourra tout faire, on pourra tout créer, on va dire, pour abriter la vie. Mais par contre, il y aura le après, où là, ce sera vraiment compliqué, parce qu'il fera très froid ou très chaud. Il pourra, par exemple, si l'astéroïde est composé d'énormément de CO2 ou de choses comme ça pourra nous empêcher de respirer, et donc on mourra tous parce qu'il n'y aura plus d'oxygène sur Terre, etc., etc. Il fera aussi très froid par le nuage qu'aura créé l'impact de cet astéroïde et du coup de cette météorite sur Terre. Donc voilà, et après ça c'est dans le meilleur des cas si on le découvre, allez on se dit il tombera dans 1 an. Voilà. Après on peut aussi le découvrir, on se dire bon mais il tombe dans 2 semaines. Et alors là c'est ciao, alors là vous pouvez pleurer, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va tomber et vous pouvez rien faire. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, vous dites il me reste 2 semaines à vivre, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça ferait quand même beaucoup de réfléchir, de se dire, bon ben voilà, il me reste 2 semaines à vivre, qu'est-ce que je fais? Et pour les plus malchanceux, l'astéroïde tombera sur eux. Pour les plus chanceux, entre guillemets, ils vivront quelques jours de plus que les autres. Mais avec l'onde de choc, les chaleurs extrêmes, et ensuite la fraîcheur extrême, plus de nourriture, plus rien. Honnêtement, on est 8 milliards sur Terre, il y en aura forcément un qui arrivera à survivre, c'est obligé. Mais il faut bien se dire que la vie ne sera plus jamais pareille après cet impact-là. Tout dépend du diamètre, tout dépend du diamètre de l'astéroïde et d'où il va tomber. S'il tombe dans l'océan, ce qui serait le plus probable vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Terre à sa surface est composée à 70% d'eau, enfin d'océan du coup, ça pourrait améliorer nos chances de survie parce que l'eau va étouffer, on va dire, la propagation de l'explosion et de l'onde de choc. Après, ça va créer aussi des méga tsunamis, voilà. C'est donnant-donnant, c'est-à-dire que à échelle mondiale, ça fera moins de dégâts que si ça tombait sur Terre, mais tous ceux qui habitent au bord d'un océan, ça créera des méga tsunamis qui prendront tous sur leur passage. Et il y a eu pour l'instant qu'un seul projet qui a été lancé et on ne sait pas encore si c'est vraiment une réussite ou pas. Ce projet a été lancé on a envoyé un satellite kamikaze sur alors je n'ai pas la taille de cet astéroïde, mais on a envoyé un satellite kamikaze sur un astéroïde pour voir si cela pouvait vraiment changer son orbite et sa trajectoire. Donc pour l'instant, on sait que ce satellite-là a bien explosé sur le bon astéroïde, mais il faudra attendre 2024 avant de vraiment pouvoir savoir si son orbite, sa trajectoire a changé, car une autre mission va partir en direction de cet astéroïde pour savoir si vraiment ça a eu un fort impact ou pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a vraiment aucune chance de se défendre face à une attaque, face à une menace d'astéroïdes. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de parler des astéroïdes. Donc voilà, vous savez maintenant qu'est-ce qu'un astéroïde, comment c'est possible qu'un astéroïde puisse venir sur Terre, comment ça se fait qu'il y ait des étoiles filantes, comment ça se fait que du jour au lendemain on peut tout perdre. Et c'est fou aussi de se dire ça parce que je vous parle de méga météorites qui pourraient nous tomber dessus. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui le risque zéro n'existe pas de vous prendre dehors ou même chez vous une météorite sur votre tête. C'est-à-dire que demain par exemple ou tout à l'heure, en fait les météorites peuvent tomber n'importe où sur Terre où que vous soyez. C'est-à-dire que certes dans un pourcentage, vous avez plus de chances de gagner au loto que de vous faire frapper par une météorite, et heureusement d'ailleurs. Mais il faut vous dire que, moi par exemple, ici, là, je suis en train de filmer, et d'un coup, il peut y avoir une météorite qui me tombe dessus. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'es sous un toit, etc., machin. Non, c'est pas parce que je suis sous un toit
que la vitesse à laquelle la météorite va arriver va pas casser les tuiles, la charpente et le plafond. Ne vous inquiétez pas que si à la vitesse à laquelle ça arrive, c'est comme un avion de chasse, et encore, c'est beaucoup plus rapide. Un avion de chasse, si vous imaginez, ne serait-ce qu'un rafale tomber sur votre toit, c'est pas les tuiles qui vont le retenir l'avion, hein, c'est pas un jeu vidéo là. Donc voilà, donc vous n'êtes jamais vraiment en sécurité, vous voyez. Mais bon, après, ça sert à rien de se faire peur non plus, parce que voilà, vous avez plus de chances de gagner à la loterie, à l'euro million, que de vous prendre une météorite sur la tête. Mais il faut bien savoir que c'est pas parce que vous êtes chez vous sous un toit que vous êtes en sécurité. Pour moi, vous êtes en sécurité que quand vous êtes dans un sous-sol, que ce soit au métro, ou dans un bunker, ou au sous-sol, dans une grotte, etc., etc. Mais à part ça, si vous êtes dehors, chez vous, dans un appartement, dans une maison, au cinéma, au théâtre, n'importe, ça peut tomber à tout moment. Et il y a eu plusieurs histoires, hein. Il y a déjà eu des cas où, par exemple, il y a une femme chez elle en train de dormir, en plein dans l'abdomen par une météorite. Heureusement, elle a survécu. Bon, aujourd'hui, elle est morte, malheureusement, parce que c'était dans les années 1950. Mais voilà, elle a été en pleine nuit, elle s'est fait percuter par une météorite. Heureusement, ça ne l'a pas beaucoup impacté, parce que, quand même, c'était une météorite de très petite taille, et le fait, déjà, de rentrer dans l'atmosphère terrestre, de taper son toit, son plafond et tout ça, ça a beaucoup freiné, mais c'est elle a quand même été bien ouverte. Ouais, voilà, elle a gardé des séquelles toute sa vie, mais voilà, elle a pu quand même, elle a pu survivre à ça. Après, il y a eu plein d'histoires où, par exemple, une femme un matin a retrouvé une grosse pierre noire dans son garage, et sa voiture totalement défoncée parce que du coup une météorite était tombée sur sa voiture. Et il y en a plein d'histoires comme ça, hein. Mais on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, cette vidéo sert pas à faire peur ou quoi que ce soit, hein. Moi je pense que c'est bien de connaître les risques qu'on a de potentiellement se prendre une météorite sur la tête, mais il faut pas non plus y penser et en avoir peur. Parce que comme je vous dis, il y a que très 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 peu de chances de se prendre une météorite, et je crois que vous avez plus de chances, j'ai pas regardé les chiffres, hein, mais je pense que vous avez plus de chances de vous prendre un éclair sur la tête qu'une météorite. Donc voilà, ça remet quand même les idées en place de se dire, bon voilà, il y a ce risque là, mais il est de 0,000.1, voilà. Donc voilà, avec ce beau soleil qui revient, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui n'est pas du tout pareille que les autres. Et c'est vers plutôt ces formats-là que j'ai envie de faire venir ma chaîne YouTube, et j'espère que cela vous plaira. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de sujets qui vont encore venir sur l'espace, comme ce sujet-là, comme cette vidéo-là, pardon. Et d'autres sujets comme les orages, enfin toutes mes passions, que ce soit la photo, les orages, ou peut-être le sport automobile, ça je ne sais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Viva la vida!